Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Choseville à l'antenne. Heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Connaissez-vous ce que l'on appelle la colonisation de peuplement? Il s'agit d'un moyen insidieux utilisé par des pays trop puissants ou trop peuplés pour venir à bout d'un peuple jugé ennemi ou gênant, sans avoir nécessairement à recourir à des moyens plus expéditifs, plus sanglants, tels que des massacres de masse ou des génocides. Grâce à la colonisation de peuplement, un peuple finit par se retrouver minoritaire sur sa propre terre, noyé et marginalisé par une population venue d'ailleurs ou envoyée d'ailleurs, et dont il ne partage ni les mœurs, ni la langue, ni la culture, ni le mode de vie, ni les traditions, ni même souvent la religion. Le peuple devenu minoritaire n'a alors d'autre choix que de s'assimiler. Au bout de quelques générations, on ne conservera de lui que quelques souvenirs, quelques images folkloriques d'un passé désormais révolu. La colonisation de peuplement a été pratiquée de tout temps par des peuples venus d'ailleurs, plus puissants ou mieux organisés. Un exemple frappant est l'actuelle Turquie, dont la totalité du territoire a vu prospérer au cours des siècles des civilisations qui ont aujourd'hui totalement disparu. Il suffit de regarder une carte ethnique de ce pays, la Turquie, au début du XXe siècle, et de la comparer à une autre carte de ce même pays au début du XXIe siècle. En dehors du sud-est kurde, qui continue envers et contre tout à résister au rouleau compresseur culturel et linguistique turc, tout le reste du territoire est désormais, et de manière homogène, turc, et de manière aussi sans doute, hélas, irréversible. Oubliez les Grecs qui vivaient dans la partie ouest depuis Homère. Oubliez les Grecs pontiques des bords de la mer Noire. Oubliez les Arméniens qui en plus ont subi un génocide. Oubliez toutes les minorités ethniques ou religieuses qui vivaient sur cette vaste terre. Dans les territoires où tous ces peuples ont prospéré pendant des siècles, voire des millénaires, vivent désormais des populations turques qui ne parlent que le turc. Seules subsistent d'admirables ruines de ces civilisations passées que les autorités turques présentent sans vergogne comme un patrimoine turc et qui attire chaque année des millions de touristes venus les admirer. Je pourrais aussi évoquer le tiers nord de l'île de Chypre qui, après une invasion militaire turque en 1974, a été entièrement vidé de sa population grecque qui a été remplacée par des centaines de milliers de colons turcs venus du continent. Ou encore le Kosovo, berceau de la nation serbe, où des populations venues d'ailleurs durant la période ottomane se sont installées et sont devenues majoritaires, ce qui a permis aux descendants de ces populations allogènes de proclamer l'indépendance du Kosovo, un pays dans lequel les Serbes chrétiens orthodoxes constituent désormais une petite minorité fort marginalisée. C'est bien sûr ce qui s'est produit massivement aux Amériques depuis 1492. Les peuples amérindiens autochtones furent progressivement éliminés, repoussés ou asservis par la violence. De nos jours, ces peuples sont ultra-minoritaires dans la quasi-totalité des pays d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. Aux Antilles, ils ont totalement disparu. Au Brésil, où je me suis rendu récemment, les peuples autochtones ne constituent plus qu'une infime minorité, 0,8% d'une population s'élevant à 213 millions d'habitants. Une telle faiblesse démographique ne leur permet pas de faire valoir efficacement leurs droits, de défendre leur territoire ou d'avoir un quelconque poids au niveau politique ou économique.
ce qui permet aux lobbies de l'agro-industrie, aux orpailleurs de toutes sortes et aux géants de l'hydroélectricité de continuer à détruire la grande forêt et à polluer les rivières, là même où vivent ces peuples amérindiens. Depuis des années, j'ai évoqué sur ces ondes le sort de tous ces peuples autochtones et des luttes inégales qu'ils mènent contre des intérêts bien trop puissants pour eux. On se souviendra par exemple des malheureux Papous de Nouvelle-Guinée occidentale qui sont pourchassés et dont les villages sont brûlés pour laisser la place à des mines et à la déforestation avec le soutien du gouvernement indonésien qui a illégalement annexé ce vaste territoire et qui encourage des colons originaires de Java, une île surpeuplée, à s'y installer en masse. Le même phénomène de colonisation de peuplement se produit avec les mêmes effets dans d'autres îles de l'archipel indonésien telles que Bornéo, les Célèbes ou les Moluques. Dans toutes ces îles, les peuples autochtones sont en passe de devenir minoritaires. Les forêts sont dévastées et les ressources naturelles pillées. En Australie, les peuples dits aborigènes ont subi le sort des Amérindiens d'Amérique. Ils ne représentent plus que 2,2% de la population de ce pays continent et ils ont été repoussés toujours plus loin vers des terres ingrates. Ils sont marginalisés, ils vivent dans une grande pauvreté et certains sombrent dans l'alcoolisme et tous subissent le racisme et le mépris. J'ai connu des situations similaires en Afrique. En République démocratique du Congo, j'ai rencontré à plusieurs reprises des peuples dits pygmées qui, comme les Amérindiens, comme les Papous ou comme les aborigènes d'Australie, sont dépossédés de leurs terres et asservis par des peuples qui s'y sont installés. Eux aussi sont terriblement marginalisés et méprisés et eux aussi subissent la destruction de leurs forêts, de leurs grandes forêts qui pourtant constituaient leur habitat. En termes de colonisation, de peuplement, le pire exemple de nos jours est sans doute celui de la Chine, dont j'ai souvent parlé sur ces ondes. Ce pays d'1,5 milliard d'habitants submerge littéralement ces régions périphériques avec son surcroît de population Han. Les Han, ce sont les Chinois qui sont ethniquement chinois. En Mongolie intérieure, les Mongols sont devenus minoritaires depuis très longtemps. Le pouvoir central, sous la férule d'un autocrate toujours plus puissant, s'est lancé dans une entreprise d'unification, c'est-à-dire de sinisation de l'ensemble de la Chine. Pour atteindre cet objectif, il n'hésite pas à utiliser des moyens radicaux, comme on a pu le voir au Turkestan oriental, appelé Xinjiang par les Chinois, où les Ouïghours ont à subir une épouvantable répression qui va de l'interdiction de leurs pratiques religieuses musulmanes jusqu'à l'enfermement dans des camps de concentration et à des campagnes de stérilisation. Eux aussi sont en train de devenir minoritaires sur leur propre sol. J'ai souvent évoqué le sort des Tibétains, que l'opinion publique internationale semble avoir quelque peu oublié après un engouement de certains occidentaux pour le bouddhisme tibétain et la personnalité charismatique du Dalai Lama. Que pèse en effet ce petit peuple face aux gros intérêts? La Chine est devenue au fil des ans une superpuissance économique avec laquelle on se bouscule pour tenter d'arracher de gros contrats. N'est-il pas tristement surprenant de voir le monde arabo-musulman se mobiliser pour la cause palestinienne alors qu'il reste silencieux au sujet des persécutions, bien réelles celles-là, que subissent les musulmans ouïghours, qui sont pourtant les lointains cousins des Turcs. Pour en revenir au Tibet, j'ai été particulièrement heureux de découvrir un grand reportage sur ce sujet dans le dernier numéro du Figaro Magazine. Les journalistes Alan Rossers et Holly Richardson, accompagnés du photographe Tim Oberlutz,
se sont rendus au Tibet pour faire ce passionnant reportage et prendre clandestinement de superbes photos, ce qui constitue en soi un exploit, tant il est difficile de photographier au Tibet chinois. Ce qu'ils décrivent est accablant pour le régime de Pékin. Si le Tibet est victime d'une colonisation de peuplement massive, c'est aussi un pays occupé militairement, et ce depuis octobre 1950, quand les troupes de la toute jeune République populaire de Chine l'ont envahi. Selon le Figaro Magazine, il y aurait aujourd'hui 500 000 militaires chinois en uniforme au Tibet, ce qui est énorme si l'on rapporte ce chiffre à la population tibétaine qui s'élèverait à 6 millions seulement. Le régime de Pékin aurait également déployé une centaine de têtes nucléaires sur ce territoire. Selon des estimations sérieuses, 1,2 million de Tibétains auraient péri des suites de l'occupation chinoise, soit 1/5 de la population tibétaine. Si le Tibet a perdu une grande partie de sa population, il a également perdu une grande partie de son territoire qui a été rattaché aux provinces chinoises voisines, Qinghai, Sichuan, Gansu et Yunnan. Le Tibet historique était 8 fois plus vaste que la France. L'actuelle région autonome du Tibet, qui n'a d'autonome que le nom, n'en constitue qu'une fraction. Chaque jour, de nouveaux colons chinois débarquent au Tibet, encouragés par des primes d'éloignement ainsi que des facilités de logement et d'éducation. Les salaires offerts à ces migrants chinois sont en moyenne 87% plus élevés que ceux qu'ils percevaient ailleurs en Chine. L'inauguration en 2006 du Dragon de fer, le chemin de fer reliant Pékin à Lhasa, semble avoir grandement favorisé cet afflux migratoire. Cette voie ferrée est longue de 4561 km et le train, qui déverse 1000 passagers quotidiennement à Lhasa, met 47 heures pour parcourir cette longue distance. En outre, 50 vols quotidiens relient les aéroports tibétains au reste de la Chine. Les Tibétains de souche sont désormais minoritaires en ville. La directive du président Xi Jinping ne saurait être plus claire. Il faut, je le cite, terminer le travail d'assimilation dans l'entreprise d'unification de la Chine. Il s'agit en fait d'un véritable génocide culturel qui a servi de répétition générale à ce qui s'est ensuite passé au Xinjiang, où les mêmes méthodes ont été utilisées, peut-être encore plus cruellement. Les auteurs du reportage du Figaro Magazine ont dû surmonter les plus grandes difficultés et se montrer très discrets pour réaliser leur reportage. En effet, les contacts non officiels, non encadrés avec la population locale sont interdits et les étrangers ne peuvent séjourner que dans un petit nombre d'hôtels dûment sélectionnés et surveillés. En ville, les policiers en civil sont très présents et nombreux sont les postes de contrôle, en particulier au carrefour. Partout, on peut voir des véhicules anti-émeutes stationnés et on est sous surveillance constante du fait de l'omniprésence de caméras de surveillance équipées de systèmes de reconnaissance faciale et de micros. Je rappelle que depuis le Covid, le régime chinois est devenu spécialiste de ces caméras de surveillance à reconnaissance faciale. Sur les toits des immeubles, des paramilitaires armés et munis de jumelles sont stationnés. Presque toutes les boutiques du centre historique de Lhasa sont tenues par des Chinois. La capitale tibétaine a été le théâtre de plusieurs soulèvements ou émeutes, lors des événements de 1959 bien sûr, ceux qui ont provoqué la fuite du Dalai Lama vers l'exil, puis lors des émeutes anti-chinoises d'octobre 1987, décembre 1988, mars 1989 et mars-avril 2008. La conséquence la plus visible de ces événements a été la démolition de plus de la moitié des maisons du centre historique afin de faciliter l'accès des véhicules de police. Depuis le début des années 2000, une autre forme de contestation est apparue.
les immolations de Tibétains, principalement de moines bouddhistes. On en a dénombré au moins 159. Pour les prévenir, certains policiers en patrouille sont à présent équipés d'extincteurs. Des dizaines de milliers de Tibétains ont été envoyés en camps d'internement situés dans des zones désertiques et difficiles d'accès. Les déportés qui y sont détenus sont surtout des moines et des religieuses, mais il y a aussi des artistes, des journalistes et des étudiants. Tous les monastères ont été placés sous une étroite tutelle idéologique, et il est fréquent que des commissaires politiques y aient été placés en résidence permanente. Le drapeau rouge de la République populaire de Chine, frappé de ses étoiles jaunes, flotte partout, toujours plus haut bien sûr que les traditionnels drapeaux de prière tibétains, et de grands portraits de Xi Jinping sont omniprésents. En juin 2024, le dirigeant chinois a été on ne peut plus clair, je le cite à nouveau, l'impératif de sinisation en plaçant les idéaux du parti au-dessus des enseignements du bouddhisme tibétain, la nation chinoise devant désormais être unifiée et non plus multiethnique autour d'une civilisation millénaire. La civilisation millénaire dont il est question, c'est bien sûr celle de la Chine et non l'antique civilisation tibétaine. Les reporters du Figaro Magazine se sont aussi aventurés en dehors de Lhasa, la capitale. Sur les routes qu'ils ont empruntées, ils ont vu de nombreux convois militaires et de fréquents postes de contrôle. Dans la campagne, ils ont aperçu des monastères en ruine, ceux qui avaient été bombardés en 1959 ou détruits durant les années de folie destructrice de la révolution culturelle entre 1966 et 1976. Partout, d'immenses panneaux rouges bordent les routes, portant en idéogrammes d'or des slogans tels que, je cite, « Toutes les ethnies unies vers la prospérité et le bonheur au sein de la patrie chinoise » ou encore « Notre objectif, devenir dans la Chine nouvelle des citoyens modèles ». Nul doute que la grande majorité des Tibétains n'ait pas la même conception du bonheur et de la citoyenneté que les propagandistes communistes chinois. Dans la campagne, on ne peut plus voir des campements nomades, des cavaliers ou des tentes traditionnelles en poil de yak. En leur lieu et place, on n'y découvre que des, je cite, unités de sédentarisation, une appellation bien pompeuse, ce sont en fait des centaines d'horribles cahutes en béton, toutes identiques, toutes bien alignées. Entre 2000 et 2025, 930 000 Tibétains ruraux ont été sédentarisés de force, et la construction de barrages hydroélectriques, d'usines, l'installation de mines et la création de réserves naturelles ont aussi provoqué le déplacement obligatoire de 3 360 000 autres Tibétains des campagnes. Ce sont donc au total 4 550 000 Tibétains qui ont été déplacés de force, soit la quasi-totalité de la population rurale. Le pire est sans doute le sort réservé aux millions d'enfants tibétains de 4 à 6 ans, arrachés à leur famille et transférés dans de soi-disant pensionnats patriotiques, situés en Chine proprement dite, où tout est fait pour leur faire oublier leur langue maternelle et leur culture ancestrale, et pour en faire de bons citoyens modèles, citoyens chinois bien sûr. Enfin, le reportage du Figaro Magazine nous apprend qu'au moins 6 sites d'enfouissement de déchets radioactifs ont été installés au Tibet. Ce reportage, intitulé « La fin d'un monde », est donc une description accablante de la pire forme de colonisation, de peuplement et de génocide culturel que rien ni personne ne semble en mesure de pouvoir arrêter. Qui peut, en effet, s'opposer à la toute-puissante Chine populaire? Et pour achever cette émission, je vais vous laisser en écoutant l'hymne national tibétain qui, bien sûr, est strictement interdit au Tibet en voie de sinisation accélérée.
Et je vous souhaite une bonne fin de semaine et vous dis à la semaine prochaine.